Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Paris, la ville lumière, brille sous les feux d'un doux crépuscule. Les réverbères s'allument un à un, reflétant leur halo doré sur les pavés humides des rues. Les passants flânent le long des quais de la Seine, les conversations se mêlant au bruit lointain des voitures. Mais ce soir, une certaine tension plane dans l'air, presque imperceptible pour la plupart. Seule une personne semble remarquer ce pressentiment, Mathieu Delval, un inspecteur de police à la réputation irréprochable, plutôt discret, mais dont l'instinct n'a jamais failli. Mathieu vient de terminer un service routinier au commissariat central du 5 arrondissement, quand une femme, essoufflée, le hèle devant la porte. Elle s'appelle Élodie Fersen, une journaliste indépendante. Le visage rougi par la course, elle insiste pour lui parler. « Inspecteur Delval, aidez-moi s'il vous plaît. Quelque chose de grave se trame près de la cathédrale Notre-Dame. Je ne peux pas en dire plus ici, mais vous devez me suivre. » Intrigué, Mathieu la conduit dans le hall du commissariat pour l'écouter. Il y a quelques jours, j'ai surpris une conversation entre deux hommes dans un café près du quartier latin. Je ne comprenais pas tous les détails, mais ils parlaient d'un échange et de quelqu'un à récupérer. Ça avait l'air illégal. Je les ai suivis, mais... Élodie s'interrompt, tremblant légèrement. Mathieu note chacune de ses paroles dans son carnet, essayant d'assembler le puzzle. J'ai poursuivi leurs traces près de Notre-Dame, et j'ai découvert qu'un réseau de criminels semble opérer dans les ruelles alentours. Ils s'échangent des colis, parlent de faux passeports. J'ai même cru apercevoir des armes. Mais surtout, il mentionnait un homme à enlever. Je ne sais pas qui. Cette révélation fait froncer les sourcils de l'inspecteur. Madame Fersen, vous comprenez que ce sont de graves accusations? Élodie hoche la tête. Oui. Mais je n'ai aucune preuve concrète, seulement mes observations et des notes griffonnées. Il me faut votre aide. Mathieu, tenant à vérifier la véracité des dires de la journaliste, décide de se rendre sur place au plus vite. Les quais de la Seine, ce soir, sont calmes, baignant dans les reflets des lumières de la cathédrale. Les touristes sont rares, quelques couples profitent de la fraîcheur du soir. Dans l'ombre d'une arche, Mathieu aperçoit un homme en imperméable sombre, semblant attendre quelqu'un. Élodie, restée à bonne distance, observe tout de loin. Mathieu s'approche discrètement de l'homme, essayant de capter d'éventuelles conversations ou indices. Un léger drap bouge dans le vent au-dessus, faisant cliqueter une chaîne métallique. L'endroit, pourtant paisible, prend soudain des allures de scène clandestine. Soudain, un deuxième individu sort d'une ruelle latérale, échange quelques mots avec le premier. Mathieu devine qu'il se trame quelque chose, mais il est trop loin pour entendre distinctement. Les deux hommes échangent un paquet, ce qui ressemble à une enveloppe plus épaisse. Puis ils se séparent brusquement. Mathieu choisit de suivre celui qui porte l'enveloppe. Son instinct lui soufflant qu'il s'agit là d'un objet compromettant, voire dangereux. L'homme, vif, traverse la rue, s'engage dans une enfilade de ruelles autour de la cathédrale. Les pavés résonnent sous les pas rapides de l'inconnu, tout comme ceux de Mathieu, qui s'efforce de réduire la distance sans se faire repérer. Ils arrivent dans une petite ruelle nommée « Ruelle des Soupirs », un endroit mal éclairé et plutôt désert. Les murs ossuintent l'humidité, et l'écho des pas se répercute contre la pierre. D'un seul coup, l'homme s'arrête, jette un regard autour de lui. Mathieu se plaque contre un mur, retenant son souffle. Il espère ne pas avoir été repéré. C'est alors qu'une voiture surgit au bout de la ruelle, phares éteints. L'homme se précipite vers la portière passager, y jette l'enveloppe, échange quelques mots, puis la voiture démarre en trombe. Mathieu n'a pas le temps de relever le numéro de la plaque d'immatriculation, tant l'action fut rapide. Le policier se retrouve seul, sous la faible lueur d'un lampadaire tremblotant, le cœur battant. Élodie, qui la rejoint avec précaution, arrive essoufflée. « Vous l'avez vu? Ils ont échangé quelque chose, n'est-ce pas ?» Mathieu acquiesce. « Oui. Je ne sais pas quoi, mais c'est louche. Et il semble qu'il prépare quelque chose de plus grand. Nous devrons revenir, mieux préparés. » De retour au commissariat, Mathieu rédige un rapport succinct des événements.
Il sait que sans preuve concrète, il aura du mal à mobiliser des renforts pour enquêter sur un simple échange suspect. Mais l'attitude de l'individu, et le fait qu'Elodie ait déjà fait part de ses observations, suffisent à lancer un début d'investigation officieuse. Quelque part dans une ruelle sombre, la voiture non identifiée poursuit sa route, emportant l'enveloppe vers une destination inconnue. Deux hommes discutent à bord. Tu es sûr qu'il s'agit d'elle? Certaine. Demain soir, même endroit, même heure. Notre contact va ramener le paquet. Le dit paquet fait monter la tension. On perçoit dans leur voix que ce paquet n'est pas un objet inanimé. C'est peut-être quelqu'un ou quelque chose d'une grande valeur. Le lendemain, Élodie Fersen rend visite à Mathieu dans son bureau exigu. Les plans de Paris couvrent les murs, épinglés de fiches colorées. L'inspecteur est pensif, relisant son rapport, cherchant une faille, un indice qu'il aurait pu manquer. « Inspecteur, je dois vous avouer quelque chose, » dit Élodie en fermant la porte. « J'ai suivi ces hommes plusieurs fois déjà. Ils semblent se déplacer toujours dans le même périmètre autour de Notre-Dame, comme si un rendez-vous devait avoir lieu là-bas. Je crains qu'il s'agisse d'un enlèvement, ou d'un trafic dangereux. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ?» Élodie hausse les épaules, visiblement honteuse. « Je n'étais pas sûr de pouvoir vous faire confiance. Mais vous avez vu ce qu'il s'est passé hier. Nous devons agir. » Mathieu la considère un instant, puis hoche la tête. « D'accord. J'ai besoin de vous pour poursuivre cette piste, mais vous devez me promettre de ne pas prendre de risques inconsidérés. » Par une fin d'après-midi claire, Mathieu et Élodie décident d'explorer les environs de la cathédrale plus en détail. Ils examinent chaque ruelle, photographient des graffitis ou des symboles étranges peints sur les murs. Un vieux clochard leur signale avoir vu des hommes en noir charger des caisses dans une péniche, tard la nuit précédente. « Une péniche ?» se répète Mathieu. « Ça doit être sur la Seine, proche d'ici. On pourrait surveiller les quais ce soir. » Au fur et à mesure qu'ils sillonnent les ruelles, ils perçoivent combien l'activité nocturne dans ce quartier est agitée. Des groupes se rassemblent, des éclats de voix se répercutent entre les façades. Les effluves de vin, de tabac, se mêlent aux senteurs humides des cours intérieures. Arrivés près d'un petit quai désert, l'inspecteur et la journaliste découvrent des traces de pneus de voitures fraîchement laissés, menant à un portail fermé. Probablement un accès privé à un entrepôt. Un gardien patrouille, l'air soupçonneux. Mathieu et Élodie rebroussent chemin, préférant éviter de se faire remarquer. De retour au commissariat, Mathieu expose ses découvertes au capitaine Moreau, un supérieur un brin sceptique. Plus habitué aux pickpockets qu'aux enlèvements, le capitaine hésite à mobiliser des effectifs sans certitude. « Delval, tu nous parles d'une potentielle affaire de kidnapping ou de trafic, mais sans preuve matérielle, je ne peux justifier des opérations en pleine nuit dans les ruelles de Paris. » « Capitaine, je comprends, mais nous ne pouvons ignorer ces indices. Laissez-moi former un duo discret, on tentera de choper ces gars en flag. À la prochaine transaction, je suis sûr qu'on peut avoir une preuve. Soit. Mais tu prends la responsabilité. Pas de grabuge inutile, compris ? » Mathieu acquiesce, un léger sourire. Il obtient le feu vert pour opérer en petit comité, dans le but de récolter des preuves tangibles. Sur la piste du paquet. Dans la soirée, Élodie informe Mathieu d'un nouveau détail, elle a entendu, lors de ses filatures, qu'un paquet arriverait en train à la gare de Lyon, et qu'il serait acheminé vers Notre-Dame en camionnette. Les criminels comptent récupérer quelque chose ou quelqu'un sur ce trajet. Le plan se dessine, Mathieu et Élodie vont surveiller la zone de la gare, puis tenter de suivre la camionnette. Avec un peu de chance, ils découvriront la cachette et pourront interpeller le groupe suspect. Vers 22h, ils se positionnent à l'une des sorties latérales de la gare de Lyon, celle moins fréquentée, plongée dans une semi-obscurité. Les arrivées de trains se succèdent, et après plus d'une heure d'attente, ils aperçoivent enfin une camionnette blanche qui se gare discrètement. Deux hommes descendent, scrutent les environs, puis vont vers un quai isolé. Le train arrive, en retard, crachant de la vapeur sur le quai désert. Les deux hommes ouvrent la porte d'un wagon, et en sortent un passager singulier, une personne menottée, au visage dissimulé sous une capuche. Ils l'embarquent de force dans la camionnette. Mathieu, le sang bouillonnant, se prépare à intervenir, mais Élodie lui saisit le bras. « Ils sont armés, vous ne pouvez pas y aller seul. » L'inspecteur, la mâchoire serrée, opine. « Elle a raison, se dit-il. » Il sort son téléphone, appelle rapidement un collègue resté en stand-by.
Max, on a confirmation d'un enlèvement. Prévient Moreau, on suit la camionnette, besoin de renfort dans le quartier Notre-Dame. La camionnette démarre, Mathieu et Élodie la suivent en voiture. La filature est tendue, sur les boulevards parisiens peu fréquentés à cette heure. Élodie sent l'adrénaline monter, tandis que Mathieu reste concentré sur la route, ne lâchant pas le véhicule des yeux. Les rues s'enchaînent, Bastille, Marais, Île de la Cité. Les phares de la camionnette se reflètent sur les façades haussmanniennes. Mathieu maintient une distance de sécurité. Ils atteignent finalement le quartier de Notre-Dame. La camionnette plonge dans une rue pavée, s'enfonce dans un réseau de ruelles si étroites qu'il serait risqué d'y entrer en voiture. Mathieu se gare précipitamment, descend en trombe, fait signe à Élodie de le suivre. Il se glisse dans l'ombre, entendant le grondement sourd du moteur qui s'arrête. Des voix s'élèvent, 2 ou 3 individus discutent, en train de décharger le paquet. Les bruits de chaînes claquent, un gémissement étouffé retentit. Alors que Mathieu s'apprête à intervenir, des silhouettes apparaissent en contre-jour, de l'autre côté de la ruelle. Les renforts que Max devait envoyer? Non, ils semblent trop nombreux, trop organisés. Les deux groupes se font face, échangeant de violents regards, comme s'ils se disputaient la marchandise. Une bagarre éclate. Les inconnus brandissent des armes. Des coups de feu claquent, répercutés en écho dans la rue. Les balles ricochent sur la pierre, l'une d'elles frôle Mathieu qui se réfugie derrière un muret, entraînant Élodie avec lui. « Restez à couvert !» crie-t-il. La fusillade s'intensifie. Quelqu'un crie qu'il faut fuir. La camionnette, endommagée, ne redémarre pas. Les assaillants repartent en courant, emportant le prisonnier avec eux. Quelques instants plus tard, le silence retombe, entrecoupé de gémissements. Mathieu s'avance prudemment, son arme au poing. Les lieux portent les stigmates de la fusillade, douilles au sol, murs criblés d'impacts. Il ne reste que 2 hommes à terre, blessés. L'un d'eux est le conducteur de la camionnette, haletant. « Pourquoi, vous êtes là ?» gémit-il, inconscient de l'identité de l'inspecteur. Élodie, bien que choquée, commence à prendre des photos, cherchant à documenter la scène. Mathieu écarte l'homme blessé, tente de le mettre en PLS. Il contacte immédiatement le SAMU et la police pour appeler des renforts et une ambulance. Tout se passe vite, gyrophares, sirènes qui résonnent dans les ruelles silencieuses. Le capitaine Moreau débarque, furieux que la situation ait dégénéré en fusillade. Mais devant l'évidence d'un enlèvement et de l'implication d'un réseau armé, il n'a d'autre choix que de reconnaître que l'enquête de Mathieu était fondée. « Delval, vous avez pris des risques inconsidérés. » tonne-t-il. Mais, on dirait bien qu'il y a une filière criminelle sérieuse derrière tout ça. Je vais demander du renfort et des instructions à la PJ. Mathieu acquiesce, amer de voir ces criminels filer entre ses doigts. Le paquet à un individu kidnappé leur a échappé. Néanmoins, ils ont récupéré un blessé qui pourrait donner des informations vitales s'il survit et accepte de parler. Le lendemain, Paris se réveille avec les gros titres d'un échange de tirs dans les ruelles proches de Notre-Dame. Les journaux parlent d'un règlement de compte ou d'une affaire louche. Personne ne connaît les dessous de l'affaire, sauf Mathieu et Élodie, qui voient se dessiner un réseau de trafic d'êtres humains ou de marchandises prohibées, utilisant des ruelles méconnues et des péniches sur la Seine comme couverture. Élodie, plus que jamais, veut publier un article explosif. Mais elle comprend qu'il lui manque la pièce maîtresse, l'identité du paquet enlevé, et la preuve d'un vaste réseau. Mathieu, de son côté, veut d'abord protéger les victimes et mettre fin à ce trafic. « Je ne peux pas écrire sans preuve concrète. » explique-t-elle. « Mais je veux vous aider, inspecteur. Je peux rassembler des témoignages, chercher la trace d'alliés ou complices. » Mathieu voit en Élodie une alliée précieuse malgré son imprudence. « D'accord, nous allons enquêter plus en profondeur. Mais gardez à l'esprit que ces gens n'hésitent pas à tirer. » Quelques jours s'écoulent. Le blessé, hospitalisé sous surveillance, se tait obstinément. La PJ fouille les environs, découvre un entrepôt suspect près des quais, mais trop tard, tout matériel compromettant a disparu. Seules quelques traces indiquent qu'une activité illégale avait lieu. Pendant ce temps, Élodie, inlassable, continue à fouiller les recoins de ce quartier, parlant avec des sans-abri, des livreurs, des gardiens de nuit. De ces rencontres se dégage un nouveau fil conducteur, une silhouette féminine, élégante, coiffée d'un chapeau, apparaît parfois au beau milieu de la nuit, reliant différents lieux. On l'appelle la dame de minuit dans le voisinage.
Certains affirment qu'elle commande un groupe d'hommes lourdement armés. D'autres pensent qu'elle est la chef d'un réseau international. Mathieu se tient prêt. Il sait que pour sauver la victime enlevée et déjouer ce trafic, il faudra affronter la Dame de Minuit sur son propre terrain, les ruelles de Paris, labyrinthiques et sombres, qu'elle maîtrise si bien. Le décor est planté, l'enlèvement, les échanges secrets, la Dame de Minuit. Les routes convergent vers une inévitable confrontation. Et tandis que le soleil se couche sur la Seine, l'inspecteur Delval se prépare à une nuit décisive. L'ombre sur la Seine. Mathieu Delval et Élodie Fersen prennent conscience de l'ampleur de la menace qui pèse sur Paris. Les premiers indices, la filature nocturne, l'enlèvement, les coups de feu, autant de signaux que l'enquête les conduira vers une poursuite infernale dans les ruelles de la capitale, où ombre et secret se disputent le destin de ceux qui osent s'y aventurer. Le soleil venait à peine de se lever sur Paris, illuminant les rues de ses premiers rayons dorés. Pourtant, l'atmosphère restait chargée d'une tension palpable. L'affaire qui agitait désormais tout le commissariat était sur toutes les lèvres, l'enlèvement nocturne sur les quais de la Seine, le réseau mystérieux qui se cachait dans l'ombre, et surtout cet inconnu que l'on surnommait la Dame de Minuit. Dans son bureau encombré de dossiers, l'inspecteur Mathieu Delval relisait son rapport de la nuit précédente. Chaque fois qu'il parvenait à un passage évoquant la fusillade, un frisson lui parcourait l'échine. Il n'avait pas eu l'habitude de tels échanges de tirs dans les ruelles du centre de Paris. Loin des affaires de petits larcins, il se retrouvait plongé dans un trafic vraisemblablement structuré, armé et impitoyable. Son téléphone vibra, le tirant de ses pensées. C'était Élodie Fersen, la journaliste qui avait révélé les premiers indices. Leur collaboration, d'abord improvisée, commençait à prendre une allure plus officielle, tant leurs sources se recoupaient. Inspecteur Delval, j'ai trouvé un témoin qui dit avoir vu la camionnette s'arrêter dans une cour intérieure près de la rue de la Huchette. Il veut bien nous parler, mais seulement si nous sommes discrets. Mathieu sentit son esprit s'embraser à cette nouvelle. Toute information sur ces criminels était précieuse. Il enfila sa veste, emporta son arme de service, et rejoignit rapidement Élodie sur le parvis de Notre-Dame, non loin de la rue en question. On m'a dit qu'il s'appelle Lucien, un ancien concierge. Il aurait fait la fermeture d'un immeuble la nuit de la fusillade. La rue de la Huchette était normalement animée de restaurants et de bars touristiques. Mais en cette matinée, le calme régnait, donnant au lieu une étrange ambiance. Élodie guida Mathieu vers une petite porte en bois, surplombée d'une plaque effacée. Ils sonnèrent. Un vieil homme à la moustache blanche, Lucien, leur ouvrit. Sa voix chevrotante et son regard peureux trahissaient une vie difficile. Sans perdre de temps, il les conduisit dans une loge exiguë, un local de concierge où s'entassaient des boîtes, des outils, et une odeur de vieux tabac. Messieurs, dames, j'ai pas l'habitude de causer à la police, mais ce que j'ai vu, je pouvais pas le garder pour moi. Cette fichue camionnette s'est garée dans la cour, en pleine nuit. Il y avait 3 hommes, l'un d'eux portait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. J'ai vu un bras pendre, comme s'il était inconscient. Mathieu prit des notes fébrilement. Élodie enregistrait la conversation sur son téléphone. Vous êtes sûr que c'était la même camionnette que celle de la fusillade? Lucien hocha la tête. J'ai remarqué un gros impact sur la porte latérale, comme une balle qui l'aurait troué. J'étais mort de trouille, alors j'ai pas bougé. J'ai entendu une femme parler, une voix douce mais autoritaire. Elle disait: emmenez-le dans la cave, nous verrons plus tard. Je suis resté tétanisé. Le sang de Mathieu ne fit qu'un tour. Une femme, autoritaire, identique à la description de la Dame de Minuit? Et après? Lucien haussa les épaules, visiblement secoué. Ils sont partis au bout d'1 heure, peut-être moins. J'ai entendu les graviers crisser, le moteur démarrer. Puis plus rien. Le lendemain, j'ai regardé la cour. J'ai trouvé juste un bout de tissu noir déchiré. Tenez, je l'ai gardé. Il tendit un morceau de tissu à l'inspecteur, qui l'examina rapidement. Du textile de bonne qualité, noir, possédant quelques taches brunâtres pouvant être du sang. Merci, Lucien. Votre témoignage est précieux. Nous allons analyser ce tissu. D'après Lucien, la camionnette était entrée et sortie par un accès dérobé reliant la rue de la Huchette à une venelle encore plus étroite, surnommée localement la ruelle de l'Ancre. Mathieu et Élodie décidèrent de s'y rendre aussitôt. L'endroit faisait presque peur, des muraux, couverts de graffitis, une odeur rance de moisissure et d'urine. On se croyait loin de l'image de carte postale de Paris.
Élodie photographiait tout, prenant soin de rester discrète. Elle n'était pas totalement à l'aise, mais son obstination la poussait à continuer. Cette ruelle, c'est un coupe-gorge, quand même. C'est fou qu'il y ait un accès direct vers la cour où la camionnette s'est garée. Mathieu partageait son avis. C'était le repère idéal pour des criminels souhaitant fuir sans attirer l'attention. Poubelle renversée, recoin sombre, l'endroit offrait de multiples possibilités de dissimulation. En inspectant le sol, l'inspecteur repéra une empreinte de pneu fraîche, correspondant à ce que Lucien avait décrit. De plus, un éclat métallique gisait près d'une bouche d'égout. Une douille, sans doute. Il la ramassa, la rangea dans un sachet. Tandis qu'il s'aventurait plus loin, une silhouette vêtue d'un long manteau apparut. Un homme à la barbe grisonnante, le visage marqué par la fatigue. Il hésita en reconnaissant l'uniforme de police, puis s'approcha de Mathieu. « Inspecteur Delval, c'est ça? J'ai entendu parler de vous. On dit que vous cherchez des types louches dans ce coin. Je peux peut-être vous renseigner. » Mathieu, méfiant, jaugea l'inconnu. « Et qui êtes-vous? » « Rien qu'un gars qui veut éviter les ennuis. Mais j'ai vu des choses qui pourraient vous intéresser. » Il se présenta comme Marcel, un indique sans domicile fixe, qui vivait de petits trafics. L'homme expliqua qu'une fois par semaine, depuis près d'un mois, une camionnette venait charger ou décharger quelque chose. Souvent, des hommes armés l'accompagnaient, et une femme ordonnait depuis l'ombre. Parfois, on voyait des passagers, menottés ou bâillonnés. Ils opèrent la nuit, jamais le même jour. Mais j'ai remarqué qu'ils stationnent à chaque fois près d'un entrepôt abandonné pas loin. Marcel indiqua l'adresse approximative. Mathieu remercia l'homme d'un maigre billet, promettant de lui apporter de l'aide s'il se révélait honnête. De retour au commissariat, Mathieu exposa ses découvertes au capitaine Moreau. Cette fois, les preuves s'accumulaient, témoignages concordants, relevés de pneus, douilles trouvées dans la ruelle. Moreau, conscient de la gravité de la situation, donna son aval pour une mission d'infiltration. Il mit à disposition 2 agents en civil, Léa et Rachid, pour assister l'inspecteur. Élodie, informée, voulut évidemment participer, mais Mathieu refusa catégoriquement de la mettre en première ligne. Elle protestait, arguant que la liberté de la presse passait par la prise de risque. Mais l'inspecteur tint bon, c'est trop dangereux. Vous resterez en retrait, prête à photographier ou filmer. Mais pas question que vous vous exposiez. Les préparatifs furent rapides. Léa et Rachid se postèrent en éclaireur aux alentours de l'entrepôt mentionné par Marcel. Mathieu, lui, avait la charge de récupérer Élodie et de se tenir prêt à intervenir. Ils espéraient que la camionnette reviendrait ce soir ou la nuit suivante. La nuit tomba sur Paris. Les rues se vidèrent peu à peu, laissant place aux rares noctambules et aux lumières tamisées des bistrots encore ouverts. Dans une voiture banalisée, Mathieu scrutait la ruelle avec des jumelles. À ses côtés, Élodie compulsait ses notes, un nervosité évidente la gagnant. S'ils ne viennent pas ce soir, on attendra demain. Mathieu haussa les épaules. Nous resterons autant qu'il le faudra. Ils finiront par revenir. La criminalité suit souvent des schémas réguliers. Aux alentours de minuit, un mouvement attira l'attention de l'un des agents postés. Léa signala par radio une camionnette correspondant à la description entrant dans la cour d'un immeuble adjacent. Mathieu sortit lentement de la voiture, enjoignant Élodie à rester. Mais, comme prévu, la journaliste insista pour rester à portée de vue. Le schéma se reproduisait presque à l'identique, 3 hommes, armes visibles, sortirent de la camionnette. L'un déchargeait un sac volumineux, tandis que les 2 autres semblaient surveiller la rue. Nul doute qu'il s'agissait d'une livraison ou d'un enlèvement. Mathieu, Léa et Rachid s'approchèrent prudemment en se faufilant dans l'obscurité. Soudain, un 4e individu apparut, une silhouette féminine coiffée d'un chapeau, correspondant à la dame de minuit évoquée par Marcel. Élodie, restée en retrait, réussit à prendre quelques clichés. Les 2 agents se tinrent prêts à intervenir, attendant le signal de Mathieu. Le groupe discuta en sourdine, comme s'il scellait un accord. Puis, l'un des hommes ouvrit un coffre, révélant brièvement ce qui semblait être plusieurs liasses de billets. La dame de minuit, impassible, vérifia la qualité de la marchandise dans le sac. Un scintillement se refléta sur les murs, de l'or, ou des bijoux, peut-être? Il était temps d'agir. Mathieu fit signe à Léa de contourner pour bloquer la sortie. Rachid, arme au poing, se glissa derrière un mur, prêt à ordonner aux suspects de se rendre.
Au signal discret de l'inspecteur, ils surgirent, braquant leurs armes sur le groupe. Police. Ne bougez plus. Main en l'air. La dame de minuit, loin de paniquer, lança un regard glacial à Mathieu. L'un de ses complices tira un coup de feu en l'air pour créer la confusion. Léa cria pour imposer l'ordre de s'arrêter, mais les malfaiteurs ne l'entendirent pas de cette oreille, ils fuirent dans différentes directions, abandonnant la camionnette sur place. Mathieu se lança à la poursuite de la dame de minuit, qui courait avec une agilité déconcertante entre les poubelles, sautant par-dessus une barrière. Les pavés glissants du quartier faillirent le faire trébucher, mais il tint bon, sentant qu'il ne devait pas la perdre de vue. Derrière lui, Rachid interpella un des hommes, alors que Léa tentait de coincer un autre. Entre les voitures garées, les poteaux, et les passants effrayés, cette poursuite nocturne dans les ruelles parisiennes avait des allures de film d'action. La dame de minuit connaissait visiblement bien le secteur, évitant les impasses, glissant entre deux immeubles. Mathieu, pourtant endurant, peinait à garder le rythme, mais la silhouette féminine ralentit soudainement. « Arrêtez-vous » cria l'inspecteur, pointant son arme. En se retournant, elle dévoila un sourire énigmatique, presque amusé, avant de jeter une grenade fumigène au sol. Un nuage épais se forma, faisant tousser et larmoyer Mathieu. Quand il parvint à retrouver un champ de vision correct, elle avait disparu. À bout de souffle, l'inspecteur tapa du poing contre un mur, frustré. Il avait été si proche de l'attraper, et elle s'était évaporée dans la nuit. De retour sur le lieu de l'intervention, Léa et Rachid avaient réussi à mettre la main sur un seul suspect, blessé à la jambe lors de sa fuite. Ils avaient également récupéré la camionnette, contenant quelques objets compromettants, faux papiers, armes légères, et une petite boîte d'objets précieux, montres, bijoux. Mais la dame de minuit était introuvable, et les autres complices s'étaient évanouis dans les ténèbres parisiennes. Élodie, qui avait suivi la scène de loin, s'approcha, appareil photo en main. Je n'ai pas pu la photographier de face, juste une silhouette. Mais au moins, on a prouvé qu'ils sont armés et dangereux. Mathieu, le front perlant de sueur, hocha la tête en silence. Le butin saisi était un début de preuve, certes, mais la chef du réseau leur avait filé entre les doigts. Il ressentait une sourde colère, mêlée de détermination. Il savait qu'il n'en resterait pas là. Le suspect capturé, sous l'effet de la douleur et de la crainte, laissa échapper quelques bribes de révélation avant même d'être emmené au poste. C'est juste un morceau du plan, ils veulent quelque chose de plus gros, un enlèvement, un gros coup. Mais il sombra ensuite dans l'inconscience, épuisé. Mathieu comprit que l'affaire ne faisait que s'amplifier. Ce n'était pas un simple trafic de bijoux ou de papier, il y avait un projet majeur en préparation, quelque chose qui impliquerait peut-être un VIP ou un événement médiatisé. Les spéculations fusaient, mais sans certitude. Peu après, le capitaine Moreau arriva sur les lieux, examinant la scène, notant l'échec partiel de l'opération, seul un blessé et quelques biens matériels saisis. Néanmoins, il reconnut la ténacité de l'équipe de Mathieu. Delval, on doit interroger ce type au plus vite. Tenez-moi au courant dès qu'il se réveille. On va mobiliser davantage de ressources et surveiller les grands monuments, les gares, tout ce qui pourrait servir de point de transaction. Alors que l'aube pointait, colorant les cieux de nuances rosées, Mathieu prit un moment pour souffler. Élodie le rejoignit, les traits tirés, mais le regard empli d'une flamme inextinguible de curiosité. Je sais que c'est peut-être déplacé, mais je voulais vous remercier. Sans vous, je n'aurais pas pu creuser autant. Cette affaire, on tient quelque chose de grand, j'en suis sûr. L'inspecteur acquiesça, les mains encore tremblantes d'adrénaline. On n'a pas fini, c'est clair. Je compte sur vous pour garder la presse en respect. Pas question de ruiner l'enquête en dévoilant tout. Élodie sourit, je publie seulement ce qui ne compromet pas votre travail. Vous avez ma parole. Dans ses yeux, Mathieu perçut la même détermination que la sienne. La dame de minuit, cette figure insaisissable, n'échapperait pas éternellement à la lumière de la justice. Et tandis que Paris se réveillait, ignorant encore la menace qui rampait dans ses ruelles, lui se jurait de poursuivre cette traque jusqu'au bout. Mathieu Delval et Élodie Fersen ont mis au jour l'existence d'un vaste réseau criminel, organisé, armé, et dirigé par une mystérieuse dame de minuit. Malgré l'échec à la capturer, ils ont pu arrêter un complice et découvrir des éléments laissant supposer une affaire de grande ampleur. L'enquête prend de l'ampleur, et la tension monte à mesure que Paris, symbole de culture et de romantisme, se révèle être aussi le théâtre de sombres machinations. Le jeu du chat et de la souris ne fait que commencer,
et Mathieu Delval sait qu'il lui faudra user de toutes ses ressources, et sans doute du courage de la journaliste, pour aller jusqu'au bout de cette affaire. Le lendemain de l'opération avortée autour de Notre-Dame, l'inspecteur Mathieu Delval se trouvait de nouveau dans son bureau improvisé au commissariat. L'échec partiel de la veille, malgré l'arrestation d'un complice blessé, lui laissait un goût amer. Il savait qu'il s'approchait de la vérité, mais la dame de minuit avait filé. Les indices recueillis confirmaient un trafic d'envergure, et la présence d'un individu kidnappé maintenait la pression. En fin de matinée, la bonne nouvelle tomba, l'homme capturé la nuit précédente, hospitalisé et opéré d'urgence pour sa blessure à la jambe, venait de reprendre connaissance. Il se prénommait Fabrice Lambert. Sous la garde d'un agent de police, il était prêt à parler, sans doute pour obtenir une clémence ou par peur de ses complices. Mathieu se rendit immédiatement à l'hôpital Lariboisière, où l'homme était placé dans une chambre sous surveillance. L'odeur de désinfectant, les néons blafards, le va-et-vient des infirmiers. Tout semblait étrangement calme, contrastant avec la tension de la veille. « C'est lui qui veut vous voir, inspecteur. Il dit qu'il a des infos sur la dame de minuit. » annonça le collègue posté devant la porte. Mathieu entra, découvrant un homme d'une trentaine d'années, le teint pâle, la jambe bandée, relié à un goutte-à-goutte. À son arrivée, Fabrice émit un bref rictus amer. « Inspecteur Delval. J'ai pas la force de jouer au dur. Je sais que mes potes me laisseront crever si je parle, mais au moins j'aurai tout tenté. Vous me protégerez, hein? Vous coopérez, on verra ce qu'on peut faire. » « Je vous écoute, » répondit Mathieu d'un ton neutre. Fabrice lui apprit que la dame de minuit dirigeait un réseau international lié à la contrebande de biens de luxe, de faux papiers, et d'enlèvements ciblés. Les ruelles autour de Notre-Dame servaient de lieu de transit, péniches sur la Seine, camionnettes discrètes, complicités multiples. Il évoqua également un entrepôt près de la place d'Italie, où se négociaient plusieurs marchandises illégales lors de ventes clandestines, un véritable marché noir en plein Paris. Je sais pas tout, hein. Mais ce que je sais, c'est qu'elle prépare un grand coup, un rapt hyper médiatisé, pour forcer une rançon colossale. Mathieu sentit une sueur froide perler. Un enlèvement hyper médiatisé, c'était peut-être un diplomate, une personnalité publique? Fabrice ne put confirmer l'identité exacte, n'ayant pas accès à ces infos. Et le type kidnappé qu'on a aperçu hier, insista l'inspecteur. Pas sûr. Il y en a plusieurs, ils revendent, échangent. J'ignore ce qu'ils en font ensuite, des filières d'esclavage ou de chantage, c'est pas clair. Désolé. À la mention de l'entrepôt proche de la place d'Italie, Mathieu dressa immédiatement un plan d'action avec le capitaine Moreau. L'objectif, infiltrer les abords de cet entrepôt, observer les mouvements nocturnes, et récolter suffisamment de preuves pour une intervention musclée. On soupçonnait des ventes clandestines de faux passeports, de bijoux volés, peut-être même d'armes. Ce serait aussi potentiellement le lieu où se trouvait l'otage vu la veille. Comme l'affaire était devenue prioritaire, le commissariat obtint le renfort de quelques membres de la brigade de recherche et d'intervention, BRI. L'opération promettait d'être délicate, il s'agissait d'arraisonner un réseau dangereux, sans mettre en péril la vie des otages et des passants. Pendant ce temps, Élodie Fersen ne restait pas inoccupée. La journaliste multipliait les entretiens avec des riverains, tentant de reconstituer la toile criminelle qui se tissait sous le vernis touristique de Paris. Elle avait même déniché un contact dans le milieu des receleurs, un certain Arnaud, qui prétendait connaître un des lieutenants de la dame de minuit. Rencontrer Arnaud se fit dans un bar enfumé du 10 arrondissement, en pleine journée, pour minimiser les risques. Élodie s'y rendit accompagnée de Léa, une policière en civil veillant à sa sécurité. Arnaud, un homme nerveux, jouant avec son briquet, reconnut sur photo le visage de deux complices de la fusillade. Eux, je les ai vus. Ils cherchaient à écouler des montres de luxe volées, sans doute. Mais moi, j'ai refusé, trop risqué, trop gros. La dame de minuit a la réputation de ne pas pardonner les erreurs. Arnaud expliqua qu'une vente spéciale était prévue, bientôt, dans un lieu souterrain, dont l'entrée se situait près de la place d'Italie. Pas de date exacte, mais on parlait de « samedi soir ». Cela coïncidait parfaitement avec les infos de Fabrice. De retour au commissariat, Élodie mit au courant Mathieu de ces nouvelles révélations. L'inspecteur confirma que l'intervention se ferait samedi soir, autour de la place d'Italie, et qu'il chercherait un accès souterrain. Sous Paris, on le savait, s'étendait un réseau de catacombes et de galeries anciennes parfois utilisées pour des trafics divers. Le capitaine Moreau prévint qu'il faudrait prendre les criminels par surprise, ce qui supposait
identifier précisément l'entrée du lieu souterrain. Se coordonner avec la BRI pour une descente rapide, en évitant les otages ou victimes potentielles. Préserver l'anonymat de l'opération jusqu'au dernier instant, car une taupe au sein des forces de l'ordre était toujours possible. En parallèle, Élodie, bien que tenue à l'écart des détails, sollicita la présence d'un photographe professionnel de confiance. Elle espérait capter des images exclusives de la saisie, tout en sachant que la sécurité primait. Arriva vendredi soir. Mathieu décida de faire un repérage discret, histoire de vérifier les lieux. Élodie insista pour l'accompagner, arguant qu'elle possédait un bon sens de l'observation. Contre l'avis du capitaine, Delval finit par céder. Ils s'approchèrent, une fois la nuit tombée, des environs de la place d'Italie. La zone, plus résidentielle et commerçante, semblait calme en surface. Pourtant, en longeant un immeuble délabré, ils repérèrent des ombres mouvantes. 2 gardes, probablement armés, montaient la garde devant une entrée de cave. Se glissant derrière des poubelles, Mathieu et Élodie purent observer la scène, un homme sortit quelques caisses en bois, semblant contenir du matériel, armes, marchandises. Un autre tenait une liste, cochant au fur et à mesure. Après un bref échange, ils rentrèrent dans la cave, refermant derrière eux une lourde porte métallique. C'est donc là qu'ils préparent leur marché, chuchota Élodie. Mathieu acquiesça, le cœur battant. Plus de doute, l'entrepôt souterrain se trouvait en contrebas. Il décida de ne pas s'éterniser, par crainte de se faire repérer. Mieux valait revenir en force le lendemain. Samedi soir arriva enfin. La tension était palpable. Léa et Rachid briefèrent leurs collègues de la BRI sur le plan d'intervention, pendant que Mathieu, capitaine Moreau, et Élodie se tenaient prêts en amont. Minuit approchait. Les rues adjacentes étaient quadrillées discrètement par des véhicules banalisés. Le but, éviter que les criminels ne s'échappent. Le principal risque était la présence d'otages à l'intérieur, la personne enlevée, ou d'autres victimes encore ignorées. Peu avant l'opération, Élodie reçut un message sur son téléphone. Un numéro inconnu. Un texte bref. Éloigne-toi de cette affaire, ou tu le regretteras. DM. DM, dame de minuit. La journaliste frissonna. Comment avait-elle eu son numéro? Ces menaces étaient à prendre au sérieux. Mais elle n'en dit rien à Mathieu, de peur d'être écartée. Je suis allé trop loin pour reculer, pensa-t-elle. Le rush arriva. Les forces de police se mirent en mouvement, descendant silencieusement vers l'entrée de la cave. 2 gardes étaient à leur poste, mais furent neutralisés en quelques secondes. Les policiers brisèrent la porte, découvrant un couloir humide plongé dans une faible lueur jaunâtre. Les bruits d'un marché résonnaient plus loin, des voix discutant en plusieurs langues, des cliquetis métalliques. En s'avançant, Mathieu aperçut un espace plus vaste, sans doute la salle principale, où s'alignaient des tables, caisses, et des gens menottés. Ce qui ressemblait à un stand d'otages ou d'êtres humains destinés à être vendus ou échangés. Une vision qui le révolta. Au fond, il devina la silhouette d'une femme à la longue chevelure, portant un chapeau caractéristique. La dame de minuit elle-même. La BRI bondit dans la salle, criant « Police !» Personne ne bouge. Un chaos indescriptible éclata, certains criminels tentèrent de fuir, d'autres dégainèrent des armes. Des rafales de balles claquèrent dans l'air confiné. Des cris retentirent, un projecteur se brisa, plongeant partiellement la salle dans la pénombre. Mathieu, protégé par son gilet pare-balles, progressait derrière un bouclier, couvrant Léa et Rachid qui maîtrisaient un groupe près des otages. Des passants prisonniers, terrorisés, cherchaient à se cacher. Dégagez. Lâchez vos armes, hurlait Rachid. La dame de minuit, quant à elle, paraissait plus vive que jamais. Postée derrière une colonne, elle tirait des ordres à ses complices, ordonnant de déclencher un plan de secours. Un de ces hommes sortit alors un dispositif étrange, un détonateur relié à un sac de bâtons de dynamite, prêt à faire exploser la salle. Mathieu se figea. S'il déclenchait la bombe, ce serait un carnage. Dans la confusion, Élodie, désobéissant aux consignes, s'était faufilée derrière les tables, prenant photos et vidéos. En apercevant l'explosif, elle sentit son sang se glacer. Si on tire sur l'homme au détonateur et qu'il appuie, tout saute. Mathieu hurla, pose ça. Tu vas nous faire tous crever. L'homme, fou de rage, hésita un instant. La dame de minuit le fusilla du regard, active-le et court. Mais soudain,
Élodie profita d'un instant de distraction pour lui asséner un coup violent à la main tenant le détonateur. Dans un cri, il lâcha l'appareil, qui tomba, cliquetant, sans toutefois se déclencher. Léa intervint aussitôt, neutralisant l'homme. La dame de minuit réalisa que ses complices étaient neutralisés ou en fuite, et que son plan de destruction venait d'échouer. Ne lui restait qu'une échappatoire. Elle jeta un regard de défi à Mathieu, comme pour lui dire « Tu ne m'auras pas, inspecteur ». Puis elle disparut par un passage latéral, semblant connaître chaque recoin de ce labyrinthe souterrain. Mathieu voulut la poursuivre, mais Rachid l'interpella « Inspecteur. On a besoin de vous ici, on doit sécuriser la bombe et les otages. » Pris par le devoir, il dut renoncer, courant aider à évacuer les victimes. Les renforts affluèrent, les criminels encore valides s'étant rendus pour la plupart, excepté leur chef insaisissable. Une fois la fumée dissipée, la police constata l'ampleur de l'opération, de nombreux objets volés, des armes, et, plus grave, plusieurs otages qui auraient été vendus ou échangés dans ce marché clandestin. Une véritable filière de kidnapping à but lucratif. Devant les journalistes et caméras des médias, le capitaine Moreau salua le courage de ces hommes, soulignant que cette intervention avait permis de sauver des innocents. Mais il regretta la fuite de la principale instigatrice, la dame de minuit. Élodie, blessée légèrement au bras dans l'altercation, fut traitée par les secours. Mathieu la rejoignit, reconnaissant. « Vous avez fait preuve d'un sacré cran. Vous auriez pu y passer. » Elle sourit faiblement, la douleur la lançant. « Tout ça valait la peine. On a sauvé des gens, inspecteur. Et, j'ai pu photographier leur réseau en action. » Malgré la fuite de la dame de minuit, l'opération marquait un tournant. Le marché noir qu'elle gérait s'était effondré, ses complices étaient pour la plupart derrière les barreaux, et les otages retrouvés pouvaient être rendus à leurs familles. Dans les corridors bétonnés du sous-sol, Mathieu avançait, un sentiment de satisfaction mêlé de frustration. Il savait que la dame de minuit continuerait à rôder dans l'ombre, peut-être pour rebâtir son empire criminel ou pour se venger. Mais pour l'instant, la capitale était libérée de ce marché clandestin, et c'était déjà une victoire. Une opération spectaculaire dans les sous-sols de la place d'Italie, révélant l'étendue du trafic mené par la dame de minuit. Malgré la réussite de la police qui sauve plusieurs otages et saisit des preuves cruciales, la mystérieuse chef s'échappe une fois de plus, laissant planer la menace d'un retour ou d'une vengeance. Mathieu Delval, Élodie Fersen et leurs alliés célèbrent cette victoire incomplète, conscients que la quête de justice n'est pas terminée et qu'un ultime affrontement avec la dame de minuit est sans doute inévitable. Le récit se dirige désormais vers la scène 4, où les conséquences de cette nuit agitée se déploieront dans les ruelles de Paris, toujours chargées de secrets et de promesses de danger. Les premières lueurs de l'aube se dessinaient sur les toits de Paris. Les rues, encore teintées des événements nocturnes, semblaient porter les stigmates de la course-poursuite et du marché noir démantelé la veille. Pourtant, derrière cet apparent calme, une tension sourde continuait de planer sur la capitale, la dame de minuit avait échappé à la police, disparaissant dans le labyrinthe de la ville. Dans son bureau encombré de dossiers et de cartes, l'inspecteur Mathieu Delval contemplait la dernière scène d'action, l'assaut dans les sous-sols de la place d'Italie, l'exfiltration d'otages, la découverte de stocks d'armes et de biens de contrebande. Cette victoire était incomplète. De nombreux complices avaient été interpellés, mais la chef de l'opération, cette femme insaisissable, s'était volatilisée, emportant avec elle les secrets de son réseau. Le commissariat bourdonnait de discussions. La presse commençait à publier des articles sur la « grande opération de police » ayant eu lieu, sans trop de détails, mais assez pour nourrir la curiosité du public. Les rumeurs allaient bon train, certains évoquaient un trafic international, d'autres un complot politique. Les rescapés, traumatisés, parlaient d'un groupe très organisé, prêt à tout pour défendre ses intérêts. Le capitaine Moreau félicita l'équipe pour le succès relatif, mais ne put s'empêcher de souligner l'ombre au tableau, la dame de minuit filant entre leurs doigts. La hiérarchie réclamait des réponses. Où se trouvait-elle? Préparait-elle un coup d'éclat pour se venger? Élodie Fersen, la journaliste, quant à elle, se remettait de sa blessure légère. Malgré la douleur, elle continuait de rassembler témoignages et preuves, prête à révéler au grand jour l'ampleur du réseau démantelé. Son article, déjà en cours de rédaction, promettait de secouer l'opinion publique. Mais elle était consciente qu'en révélant trop de détails, elle risquerait de gêner l'enquête encore en cours, voire de se mettre elle-même en danger. Alors que Mathieu Delval révisait la liste des complices arrêtés la plupart étant de simples exécutants, incapables de fournir l'identité réelle de la dame de minuit, il reçut un appel.
Max, un jeune agent du commissariat, l'informa qu'un homme se présentait à l'accueil, affirmant détenir des informations capitales sur la « grande chef » de ce réseau. Intrigué, Delval se rendit dans la salle d'interrogatoire, où il trouva Sébastien Laplace, un intermédiaire discret évoluant dans les milieux interlopes. L'homme, nerveux, jouait avec ses doigts, louchant sur un verre d'eau posé à côté. « On m'a dit que vous vouliez tout savoir sur la dame de minuit. Je peux vous aider, mais j'exige la protection. » Delval le scruta, sceptique. « Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va vous accorder une protection? Vous devez d'abord prouver votre bonne foi. » Laplace déglutit, se tordant les mains. « D'accord, d'accord. Écoutez. Je connais l'un de ses anciens proches. Il prétend que la dame de minuit n'est pas qu'une simple criminelle, elle aurait des liens avec des personnalités haut placées, un diplomate ou un riche industriel, j'ignore. Mais elle prépare quelque chose de gros. Très gros. Ça impliquerait un bal masqué dans un hôtel particulier. Selon Laplace, un événement mondain et caritatif, organisé par une fondation sous l'égide d'un mécène influent, devait se tenir le week-end suivant dans un hôtel particulier près de l'Opéra Garnier. Des invités de marque, venant parfois de l'étranger, y étaient attendus. Cela constituait une cible potentielle pour un enlèvement ou un chantage médiatique. Elle compte frapper fort, si j'ai bien compris. Soit kidnapper une personnalité, soit voler des œuvres d'art ou des bijoux exposés dans le cadre de l'événement. Tout ça en profitant du chaos d'une soirée masquée. Delval sentit monter en lui cette adrénaline propre aux grandes affaires, une grande soirée, des masques, des convives puissants, et la dame de minuit, tapie dans l'ombre, prête à frapper. Il ne pouvait ignorer cette piste. Donnez-moi l'adresse et la date exacte. On vérifiera la fiabilité de vos dires. Laplace, soulagé, donna ce qu'il savait. L'inspecteur fit un signe à Max de l'escorter vers une salle plus sûre, en attendant de corroborer les infos. La date du bal? Dans à peine quelques jours. L'inspecteur Delval mit toute son équipe sur le coup. Les lieux, un hôtel particulier de style Second Empire, situé dans un quartier cossu, abriterait un gala de bienfaisance avec un thème vénitien, d'où les masques. Les convives de la haute société, ainsi que des personnes influentes, s'y retrouveraient. Le capitaine Moreau, tenu informé, fit la grimace. On ne peut pas débarquer en force sur un événement mondain sans preuve solide. Mais Mathieu insista, on ne va pas attendre qu'un drame se produise. Je propose d'infiltrer l'événement. On pourra surveiller les alentours, se fondre parmi les invités, et la dame de minuit, si elle vient, ne nous échappera pas. Élodie, qui avait vent du plan, demanda aussitôt à y participer en tant que journaliste sous couverture. Delval, d'abord réticent, céda en voyant son entêtement et en reconnaissant qu'elle pouvait se fondre plus aisément dans le public, équipée d'une simple caméra discrète et de son regard de journaliste. Les jours suivants, Delval et ses alliés peaufinèrent leur infiltration. Léa et Rachid recevraient de faux costumes et masques, se présentant comme des convives anonymes. Élodie, elle, jouerait le rôle d'une invitée de la presse mondaine, venue couvrir l'événement. Mathieu, plus à l'aise, préféra incarner un simple milliardaire excentrique, ce qui lui arracha un sourire gêné. En parallèle, l'équipe technique s'occupa de la surveillance externe, installant discrètement des caméras dans les rues voisines, identifiant les issues de secours. Un alignement d'effectifs suffisant serait placé, prêt à intervenir si la situation dégénérait. La tension montait. Dans les couloirs du commissariat, chacun pressentait que cette soirée serait déterminante. Arriva enfin le grand soir. Les convives affluaient devant l'hôtel particulier, descendant de limousines ou de voitures de luxe. Les tenues, flamboyantes, se mêlaient aux masques vénitiens, donnant au lieu une allure théâtrale. Les rires et la musique s'échappaient jusque dans la rue, alors que des lampions illuminaient la façade historique. Mathieu, sanglé dans un costume sobre mais élégant, arborait un masque noir partiellement relevé, permettant de dissimuler son identité sans compromettre sa vue. Léa et Rachid, séparés, se fondaient également dans la foule, surveillant les allées et venues. Élodie, vêtue d'une robe de soirée pourpre et d'un masque élégant, se présenta aux organisateurs comme une journaliste lifestyle, habilitée à prendre quelques clichés. Les premiers pas à l'intérieur révélèrent une salle de bal somptueuse, parquet ciré, lustre en cristal, colonnes ornées de dorures. Sur les buffets, des mets raffinés, des coupes de champagne à profusion, et des gens discutant en petits groupes, feignant l'insouciance. On se sépare, on balaie la zone, murmura Delval à Léa en passant près d'elle, tenant une coupe à la main pour paraître naturel. Au fil de leurs observations,
plusieurs convives attirèrent l'attention, un homme à la carrure imposante, vêtu d'un masque vénitien majoritairement noir, parlant à voix basse avec une femme masquée de plumes dorées. Il ne semblait pas correspondre aux riches mécènes habituels, leur posture, leur regard, tout laissait supposer un comportement plus nerveux. Élodie, fine observatrice, nota également que certains serveurs paraissaient armés ou discrets complices. Les couloirs de service, tout comme les escaliers menant aux étages supérieurs, se retrouvaient surveillés. Il y avait fort à parier que la dame de minuit se trouvait non loin. « Inspecteur, je la sens, elle est là », souffla la journaliste dans son micro auriculaire, relié à un kit discret. Soudain, l'orchestre interrompit sa musique le temps d'un court discours du maître des lieux, un certain monsieur Desmarais, philanthrope connu pour son soutien à des causes caritatives. Il remercia tout le monde pour leur générosité, annonçant un moment fort, la présentation d'une collection privée de bijoux historiques, soigneusement placés dans une pièce attenante. C'était le signal. Mathieu comprit que les criminels visaient probablement ce trésor. La dame de minuit, si elle suivait ses méthodes habituelles, profiterait sans doute de ce moment pour frapper fort. Connaissant leur approximative, l'inspecteur alerta Léa et Rachid, leur ordonnant de surveiller l'accès à cette pièce. Élodie les rejoignit derrière une colonne, appareil photo prêt, en toute discrétion. Les convives, curieux, entrèrent dans la salle où étaient exposés colliers, diadèmes, montres anciennes et autres reliques de grande valeur. Les vitrines, protégées par des alarmes, semblaient inviolables, mais Mathieu savait qu'avec de bons complices de la dame de minuit, toute sécurité pouvait être contournée. Une femme masquée, d'une élégance rare, attira son attention. De son éventail finement brodé, elle semblait dissimuler une oreillette ou un micro. Ses yeux cherchaient quelque chose parmi la foule. Mathieu pressentit aussitôt qu'il s'agissait de la dame de minuit, mais il devait en avoir le cœur net avant d'agir. « Élodie, sur ta gauche, la femme au masque argenté. Reste en retrait, j'arrive. » La journaliste fit un signe discret, s'approchant d'un buffet pour mieux capter la scène. La dame de minuit, si c'était elle, s'immisça près d'une vitrine où trônait un collier en saphir. Un complice, vêtu en serveur, lui ouvrit un accès depuis l'arrière, manipulant en quelques instants le système d'alarme. Une main gantée se tendit, prête à saisir l'objet. Mais Léa apparut aussitôt, arme au poing, lançant à voix basse, « Police. Vous faites un geste, je tire. » La dame de minuit se figea, surprise. Quelques convives curieux, ignorant la scène, continuaient d'admirer d'autres bijoux, sans réaliser qu'un crime se jouait à côté d'eux. « Doucement, ma chère, » murmura la criminelle, posant lentement le collier. Il serait dommage de gâcher la fête avec du sang. De son côté, Rachid maîtrisait discrètement le faux serveur, l'empêchant d'appuyer sur un éventuel déclencheur d'alarme ou de bombe. Mathieu surgit alors, visant la dame de minuit. Elle l'aperçut dans le reflet d'une vitrine, esquissa un sourire amusé. « Inspecteur Delval, enfin nous nous retrouvons. Fin de parcours pour vous, cette fois. Lâchez votre éventail, et retirez votre masque. » Au même instant, un bruit d'explosion retentit dans le hall principal. Une grenade ou un gros pétard? Difficile de dire. Les convives hurlèrent, la panique se répandit. La dame de minuit, profitant de la confusion, poussa Léa et se faufila hors de la salle. Mathieu se lança à sa poursuite à travers le tumulte. Les invités couraient dans tous les sens, renversant des verres de champagne, cherchant la sortie. La criminelle, agile, gravit un escalier de service, se dirigeant vers les combles de l'hôtel particulier. Mathieu, Léa sur ses talons, tenta de la suivre, haletant. Sur le toit, la vue sur Paris était sublime, mais il n'y avait pas le temps de s'en émerveiller. « Arrêtez-vous » cria Léa, son arme sortie. La dame de minuit s'arrêta au bord du toit. Le vent nocturne agitait sa robe, faisant claquer sa cape. Les lumières de la ville brillaient en contrebas. D'un geste théâtral, elle enleva son masque, révélant un visage aux traits fins, mais dont le regard était glacé. « Maintenant, vous savez qui je suis, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, vous ne m'aurez pas aujourd'hui. » En un éclair, elle sauta sur le toit voisin, exécutant un saut impressionnant. Léa, ne pouvant risquer de tirer en l'air et d'avertir, hésita. Mathieu, choqué, la vit disparaître de l'autre côté. Ils se précipitèrent, mais la dame de minuit était déjà loin, glissant dans un dédale de toits et de passerelles improvisées, comme si elle connaissait tous les recoins de la cité. En bas, la police avait maîtrisé la situation, calmant les invités paniqués.
Aucun blessé grave n'était à déplorer. La bombe ou l'explosion s'avéra être un simple engin sonore, destiné à semer le chaos. La dame de minuit avait encore évité l'arrestation, mais cette fois-ci, son identité partielle, ou du moins son visage, était connu de quelques agents. Restait à la retrouver dans la capitale, ce qui n'était pas une mince affaire. Des complices furent arrêtés, et des bijoux sauvés. L'événement mondain se transformait en scandale, révélant une infiltration criminelle en plein bal caritatif. La presse s'empara du sujet. Élodie, qui avait filmé une partie de la poursuite, disposait d'un matériau explosif pour son article, mais aussi d'un dilemme moral, diffuser un visage, mettre en danger l'enquête? Mathieu lui conseilla d'attendre, pour éviter de faire fuir définitivement la criminelle hors de France. Dans la nuit, avant de s'écrouler de fatigue, Mathieu reçut un SMS inconnu. « Inspecteur Delval, vous avez été impressionnant. Je reconnais vos talents, mais vous ne m'arrêterez pas. » Pas encore. DM. DM. La dame de minuit. Un frisson le parcourut. Elle le contactait directement, c'était un jeu du chat et de la souris. Une sorte de respect teinté de défi. Il réalisa qu'elle jouait avec lui, s'amusant de cette course-poursuite dans les ruelles de Paris. Mais il ne reculerait pas, conscient que plus elle échappait à la justice, plus de personnes pourraient souffrir. Au bal caritatif, la police a manqué de peu la dame de minuit, malgré la saisie de preuves supplémentaires et l'identification partielle de la criminelle. Les masques sont tombés, révélant un affrontement plus personnel entre l'inspecteur Delval et sa proie, qui file encore sur les toits parisiens. Désormais, la tension est à son comble, la prochaine confrontation promettant d'être décisive, car la dame de minuit semble vouloir régler ses comptes une bonne fois pour toutes, tandis que l'inspecteur se prépare à la traquer dans son dernier refuge. L'aube embrasait déjà les toits parisiens lorsqu'une nouvelle journée se leva, pesante de son lot de mystères et de tensions. Les journaux du matin consacraient leur gros titre au scandale du bal caritatif, la dame de minuit frappe au cœur de la haute société, un trafic démantelé, met la chef en cavale. Dans les couloirs du commissariat, l'inspecteur Mathieu Delval faisait les 100 pas, récapitulant tout ce qu'il savait. La dame de minuit, désormais identifiée partiellement, continuait de narguer la police, changeant sans cesse de repères, laissant toujours la trace d'une organisation redoutable. Les complices arrêtés murmuraient tous le même refrain, « Nous la craignons plus que tout, nous ne pouvons rien dire, où elle nous retrouvera ». En milieu de matinée, Élodie Fersen, la journaliste, se présenta au bureau de Mathieu, une lueur d'excitation dans le regard. Après sa blessure légère, elle aurait dû se reposer, mais sa détermination l'avait poussée à continuer l'enquête. Elle brandit un petit papier jauni, griffonné de notes. « Inspecteur, j'ai reçu ce matin un message anonyme me disant de jeter un œil à l'ancien dépôt ferroviaire de la Chapelle. On prétend que c'est la planque finale de la dame de minuit. » Mathieu la regarda, surpris. « Êtes-vous sûr de la source ? » « Non. Mais je crois qu'on doit vérifier. Après tout, elle a perdu la plupart de ses entrepôts. Il lui reste peut-être ce lieu comme refuge. » Le capitaine Moreau, avisé de la nouvelle piste, jugea la fiabilité incertaine, mais la situation était critique. Le temps jouait contre eux, la criminelle pouvant fuir la capitale à tout moment, ou préparer un nouveau coup d'éclat. Il donna son feu vert pour une opération en effectif réduit, afin de ne pas ébruiter la traque. Sitôt la nuit tombée, l'inspecteur Delval, Élodie, toujours obstinée à participer, et une escouade discrète de la BRI se rendirent dans le quartier de la Chapelle, au nord de Paris. Jadis un lieu bouillonnant d'activités ferroviaires, le dépôt était depuis longtemps laissé à l'abandon, un terrain vague jonché de rails rouillés, de wagons désaffectés, de carcasses métalliques. Le froid s'insinuait dans la moindre fissure, et la lune haute jetait un clair-obscur sinistre sur l'endroit. Des lampes torchées balayaient prudemment la zone, reflétant çà et là des graffitis. « C'est immense, on pourrait se perdre », murmura Léa, l'une des policières, en scrutant les hauts toits de tôle et d'acier. Mathieu acquiesça. « Restons groupés par binôme. On avance doucement, et si on repère le moindre mouvement suspect, on s'arrête. » Élodie, quant à elle, se colla à Mathieu, se promettant de ne pas s'écarter. La vue de ces wagons à moitié éventrés, tordus par le temps, ne la rassurait guère. Après une heure de fouille dans le silence glacial, un officier signala par radio avoir entendu des bruits de pas à l'extrémité du dépôt. L'équipe s'y dirigea, découvrant un ancien hangar fermé par une porte métallique coulissante. Un faible éclat lumineux filtrait par un interstice. Au signal de Mathieu, la BRI força l'entrée,
tombant nez à nez avec un petit groupe de 3 hommes armés, visiblement en train de charger des caisses dans un camion. Une fusillade brève, intense, s'ensuivit. Les malfaiteurs, surpris, tentèrent de riposter, mais furent rapidement maîtrisés ou blessés. « Où est votre chef » hurla Léa en maintenant l'un d'eux au sol. L'homme grogna, éperdu de panique, « Elle est partie vers l'autre hangar, vous ne l'aurez pas. » La confirmation tomba, la dame de minuit se trouvait probablement dans un hangar voisin, plus vaste, où elle rassemblait peut-être des complices restants. Mathieu, Élodie, et quelques agents progressèrent dans l'obscurité, repérant un autre bâtiment, plus imposant. Des wagons stationnaient devant, formant un dédale d'angle mort. Soudain, Élodie remarqua une ombre glisser entre 2 wagons. Sans faire de bruit, elle indiqua la direction à l'inspecteur. Ils contournèrent lentement, évitant de faire crisser le gravier. Là, debout près d'un wagon éclairé par la lune, se tenait la dame de minuit. Fidèle à son style, elle portait un manteau sombre et un chapeau évoquant le luxe. À sa ceinture, une arme, et dans son regard, la lueur d'un défi ultime. « Inspecteur Delval, vous en aura fallu du temps pour me trouver. » lança-t-elle, un sourire glacé aux lèvres. Mathieu, arme au clair, répliqua, « Fin de la course, madame. » Pas de grenade fumigène cette fois. Elle rit doucement, un son étrangement doux dans l'atmosphère lugubre. Vous ignorez tant de choses. D'un geste, la dame de minuit sembla faire signe à ses complices cachés dans l'ombre. Une nouvelle fusillade s'engagea. Les balles sifflaient, ricochant sur les wagons, créant des étincelles. Léa et Rachid répliquaient, tandis qu'Élodie se tapit derrière un morceau de métal, le cœur battant à rompre. Mathieu, lui, ne quittait pas la silhouette féminine des yeux. Elle tirait quelques coups de feu, couvrant la fuite de ses hommes. Lentement, l'inspecteur progressait, profitant du couvert offert par les wagons. Un claquement métallique se fit entendre, un complice tentait de refermer le grand portail du hangar pour retenir la police dehors. Léa, Rachid, coupez leur retraite, ordonna Delval. Par chance, l'un des complices se fit surprendre par les BRI, qui bloquèrent la porte. La dame de minuit, voyant la situation se retourner, comprit qu'elle n'avait plus d'échappatoire facile. Elle grimpa alors sur un wagon, visant un escalier métallique menant à une passerelle. Mathieu la poursuivit, son arme pointée sur elle. Il sentait la fatigue peser, mais l'adrénaline lui donnait la force de continuer. Arrivé sur la passerelle, le paysage se dévoilait, un enchevêtrement de rails et de tôles, sous un ciel nocturne étoilé. Les tirs se faisaient plus rares, car la BRI contrôlait peu à peu le hangar. La dame de minuit tourna la tête vers l'inspecteur. « J'aurais aimé que cette course dure plus longtemps, inspecteur. Vous avez du talent, c'est dommage. » Dans un ultime élan, la criminelle lança une grenade à ses pieds. Cette fois, ce n'était pas un pétard fumigène, mais un engin plus dangereux. L'explosion, quoique partielle, ébranla la passerelle, projetant Mathieu contre un montant métallique. Il sentit la chaleur de la déflagration le frôler, tandis qu'une douleur lui transperçait l'épaule. La dame de minuit en profita pour tenter un saut vers un wagon en contrebas. Mais la passerelle, fragilisée, s'effondra partiellement. Dans un fracas assourdissant, elle perdit son appui, glissa, et chute en contrebas, heurtant une pile de caisses. Mathieu, sonné, reprit ses esprits. Il descendit prudemment, ignorant la vive douleur. Il découvrit la dame de minuit, allongée au sol, sérieusement blessée. Ses yeux, autrefois si fiers, brillaient d'une lueur de défi mourant. « Ce n'est pas possible » murmura-t-elle, crachant un filet de sang. « Je reviendrai. » L'inspecteur, un genou à terre, posa son arme, l'observant. Il vérifia son pouls, puis alerta les secours. Sa course terminée, la dame de minuit s'éteignait peut-être. Quand les ambulances et renforts arrivèrent, la fumée se dissipait lentement dans le hangar, révélant l'étendue des dégâts, plusieurs complices arrêtés, le hangar partiellement détruit, des caisses de marchandises illégales saisies. On transporta la dame de minuit à l'hôpital, dans un état critique. Mathieu rejoignit Élodie, encore sous le choc. Tous deux comprenaient que cette longue traque touchait à sa fin, même si la dame de minuit survivait et serait ensuite jugée, ou si elle mourait de ses blessures. Le réseau, lui, était démantelé, son leadership vaincu. Dans la grisaille matinale, le capitaine Moreau s'approcha, félicitant l'inspecteur et ses agents pour leur détermination. On a enfin mis fin à son règne, Delval. Bravo à vous tous. Élodie,
malgré une légère contusion, ne pouvait s'empêcher de prendre des notes, faisant ce qu'elle savait faire de mieux, collecter la vérité pour la rapporter au grand public. Vous devez être soulagé, inspecteur. Mathieu, soutenant son bras blessé, soupira. Oui, soulagé. Mais j'ai une pensée pour tous ceux qui ont souffert à cause d'elle. Au moins, ça s'arrête ici. Le soir même, alors que les médias annonçaient l'arrestation de la Dame de Minuit, la ville de Paris reprenait son visage habituel. Les quais de la Seine s'illuminaient de milliers de petites lampes, les rues résonnaient à nouveau des rires et de la musique. On racontait ça et là des bribes de l'histoire, la fameuse criminelle, la traque dans les ruelles, l'assaut final dans un dépôt ferroviaire. Élodie publia un article détaillé, révélant l'envergure du réseau démantelé, saluant le courage de la police, sans omettre l'audace de la Dame de Minuit et les mystères qu'elle laissait derrière elle. Mathieu, lui, contemplait la cathédrale Notre-Dame au loin, pensif. Il mesurait combien cette ville recelait encore d'autres recoins obscurs, d'autres criminels prêts à surgir. Mais pour ce soir, il apprécia le calme du moment, savourant la victoire chèrement obtenue. La Dame de Minuit est mise hors d'état de nuire, son réseau s'écroule, et les victimes trouvent enfin justice. L'inspecteur Delval et la journaliste Élodie ont gagné, tout en payant de leur personne aux blessures, fatigues et traumatismes. Désormais, la ville lumière peut retrouver sa paix, même si chacun sait qu'au détour d'une ruelle, l'ombre du crime n'est jamais loin. Mais la détermination de la police et de ceux qui chérissent la liberté demeurera, éclairant l'avenir de cette cité mythique. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.